C'est un drôle de voyage que nous propose Vincent Capdepuis, un voyage en 50 étapes, 50 histoires de mondialisation. Bonsoir Vincent Capdepuis. Bonsoir. Vous êtes géohistorien et votre livre donc sort aujourd'hui en librairie chez Alma Éditeur. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Une autre façon de voir le monde? Une autre façon de le voir, une autre façon de le raconter ou d'en faire l'histoire. Il s'agit de rompre avec ce qu'on a parfois appelé l'histoire tunnel, c'est-à-dire une sorte de roman civilisationnel qui est en place depuis le 19e siècle, avec une civilisation européenne qui a ses racines en Orient, en Grèce, à Rome, le Moyen-Âge européen, et puis ensuite la conquête du monde. Donc quelque chose de très linéaire, qu'on a tous appris, qui est bien en place et qui est toujours en place encore dans les programmes en discussion aujourd'hui. Parce que vous êtes professeur. Oui, parce que je suis professeur d'histoire-géographie. Et donc il s'agit de rompre avec tout ça, d'essayer en tout cas de rompre en proposant donc 50 chapitres et avec donc différentes approches oui, alors vrai du monde. Alors c'est vrai qu'on va reparler du fond, mais il y a la forme qui est assez surprenante, vous venez d'en parler, c'est-à-dire que c'est assez éclaté, c'est-à-dire que vraiment il y a 50 chapitres, on peut aller où on veut ou presque, parce que vous nous proposez un cheminement, vous évoquez, alors je ne sais pas si nos téléspectateurs et téléspectatrices connaissent, mais le livre dont on est le héros, c'est-à-dire que vous nous donnez le choix. Exactement. Alors, il ne s'agit pas d'être le héros de l'histoire, parce que là, l'histoire, elle est déjà faite, bien entendu, mais il s'agit d'être le héros de cette réflexion et de cette relecture de l'histoire du monde. Donc, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même l'idée, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, donc, il y a un choix qui est proposé, d'aller soit en avant, soit en arrière, sur 2 thèmes parmi les 5 que j'ai mis en place donc, au début de... Oui, alors ces 5 thèmes, justement, comment vous les avez choisis ? Alors, les 5, il y en aurait beaucoup d'autres possibles, hein, ça c'est évident. Il y aurait pu y avoir la croissance démographique, hein, qui est un facteur très important. Hein, le fait qu'on soit plus de 7 milliards aujourd'hui, et cette croissance démographique a beaucoup contribué à la mondialisation. Donc ça, je ne l'ai pas choisi, donc j'ai fait un choix spécifique en lien avec donc, ma formation de géohistorien, donc un mélange de géographie et d'histoire. Donc il y a un choix de la représentation du monde, donc il y a des analyses de cartes qui sont proposées. Il y a la mise en connexion de ces différents espaces du monde, hein, c'est la définition même de la mondialisation, hein, donc ce processus d'interconnexion. Il y a la mise en ordre du monde aussi, parce que progressivement ça s'organise, avec des phases de désorganisation aussi, hein, il y a de rupture hein, dans ces mondialisations, parce qu'il n'y a pas une mondialisation qui progresse, il y a aussi des progrès, enfin, sans que forcément ce soit connoté positivement, puis il y a des phases de régrès, comme disait Élisée Reclus, hein, c'est-à-dire où cette mondialisation se défait, hein, c'est l'exemple de l'Empire mongol, enfin la mondialisation mongole par exemple, hein. Et puis donc il y a l'espace-temps aussi, le fait que, bon, c'est assez... c'est presque convenu et en même temps, je crois que c'est important de le rappeler, combien ce monde s'accélère, devient plus petit d'une certaine manière, hein, même si la distance est toujours très importante. Hein, il faut toujours 11 heures pour venir de La Réunion en métropole. Mais c'est rien, c'est 11 heures par rapport aux semaines, aux mois qu'il a fallu à une époque. Hein, et je crois que c'est important de rappeler ce processus par étapes. Hein. Oui, et vous enseignez justement à La Réunion, d'où ce temps long pour venir jusqu'à Paris. Et justement, est-ce que ça décentre le regard? Parce que c'est ce que vous faites hein, dans votre livre. C'est de nous rappeler qu'on ne peut pas voir tout que par un point de vue occidental, européen, même si l'Europe a été très importante. Alors l'Europe a été très importante et il ne s'agit pas de le nier. Donc à partir du XVe siècle ou du XVIe siècle, même bon, avant il y a des expéditions, il y a aussi des expéditions qui ont raté, hein, avant Christophe Colomb, hein, les frères Vivaldi par exemple. Mais il y a évidemment d'autres mondialisations, j'évoquais la mondialisation mongole à l'instant, il y a la mondialisation musulmane qui a été extrêmement importante hein, à partir de cet isthme euphrasien, hein, donc avec un monde qui s'est étendu de l'Atlantique jusqu'en Asie du Sud-Est. Et puis... Et on voit, alors là on voit beaucoup de cartes en même temps que nous parlons. C'est-à-dire qu'en fait on voit quand même comment les cartes se font, hein, se défont. Il y a les blancs de cartes, alors ça c'est assez amusant, vous le racontez, enfin amusant, c'est vrai qu'à posteriori c'est assez amusant.
Alors, ce qu'on a appelé les blancs de la carte à partir du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on ne savait pas, on le remplissait, enfin les cartographes européens le remplissaient par des monstres, des légendes, des mythes, donc toutes sortes de créatures bizarres. Et au XVIIIe siècle, on s'est dit à un moment donné, mais il faut arrêter de mettre n'importe quoi en fait. Il faut reconnaître notre ignorance et reconnaître que le centre, toute la partie centrale de l'Afrique, finalement, on n'en sait rien. Et donc il y a un travail d'épuration de cette cartographie européenne qui est très importante. Je parle de l'Afrique, mais ça peut être l'Amérique du Centre aussi, enfin l'Amérique centrale. Et puis donc progressivement, ensuite, évidemment, ces blancs ont été comblés. Donc par des explorations cartographiques, géographiques, mais aussi coloniales. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits par des collègues, justement, sur ce lien entre cartographie et colonisation au cœur de l'Afrique, au XIXe siècle en particulier. Bon, c'était l'exposition sur les routes de l'Afrique. Exactement. Mais pour vous, quelle est la carte la plus importante? Vous nous parlez de la première carte, vous nous parlez il y a tellement de cartes dans ce livre. Est-ce qu'il y en a une qui a retenu votre attention? C'est une colle. C'est une colle. Moi, j'ai travaillé au départ. Il y en a une qui retenait mon attention, mais qui n'est pas tout à fait une carte. C'est ce qu'on appelle la première carte du monde. C'est la carte dite babylonienne, donc qui est plus un schéma qu'une carte, avec cette Euphrate qui est présentée sous forme d'une ligne, avec Babylone qui n'est pas tout à fait au centre, et qui est une copie d'une copie. Donc cette quête de la première carte, elle n'est pas finie. On attend toujours les recherches archéologiques, probablement qu'on en trouvera d'autres. Donc il y a une part de mystère encore. Encore, bien sûr. Madagascar aussi, heureusement, on voit qu'il y a quand même des lieux qui restent mystérieux, même aujourd'hui. Oui, et alors pour être tout à fait honnête, même si j'habite pas très loin de Madagascar, je n'y ai jamais été, donc je ne connais pas Madagascar. Oui, mais vous parlez des pirogues de Madagascar, voilà. Est-ce qu'on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé? On ne sait pas, et même par rapport à l'article, enfin au chapitre du livre sur ce premier peuplement, parce que le grand étonnement par rapport à Madagascar, c'est que c'est une très grande île. Bon, vu d'ici, à côté de l'Afrique, mais bon, c'est quand même relativement loin. Et jusqu'à présent, on a considéré que le premier peuplement s'est fait donc, par une population dite austronésienne, c'est-à-dire originaire d'Asie du Sud-Est. Donc venue en pirogue, soit directement, soit en longeant les côtes du nord de l'océan Indien. Mais donc c'est tout le sel de la recherche. Il y a un article, alors du coup, bon, j'ai pas pu en tenir compte, mais bon, je peux en parler. Il y a un article qui est paru il y a même pas un mois sur des nouvelles fouilles à Madagascar qui montreraient qu'il y a un peuplement qui est plus ancien et originaire d'Afrique orientale. Bon, là, on attend les fouilles prochaines qui viendront confirmer ou non. C'est vrai que vous nous expliquez, et d'ailleurs on comprend, on le sait, mais on le comprend en lisant votre livre, comment la mondialisation s'accélère avec l'économie. Il y a encore des points comme ça mystérieux. L'entrée Wikipédia, c'était logique ? Alors, c'est presque une boutade de rentrer par Wikipédia, mais c'est aussi une manière de revenir sur un outil qu'on utilise tous, y compris mes élèves, bien entendu, et donc de revenir sur cet objet qui est à la fois donc, un objet, une encyclopédie en construction permanente, et puis l'intérêt c'est de revenir sur le globe, le puzzle du globe qui sert d'icône à Wikipédia. Et est-ce qu'elle est devenue de plus en plus petite, notre planète? Est-ce qu'aujourd'hui on rêve d'espace? Où est-ce qu'on peut trouver son terrain de jeu quand on est géographe, historien? Elle est surtout géographe. Elle est surtout très inégale. C'est-à-dire que voilà, moi, il me faut 11 heures pour venir facilement en métropole, en Europe. Et on sait combien de mois il faut pour certains pour venir en métropole chercher l'asile au risque de leur vie. Donc cette réduction de l'espace-temps, il est inégal en fonction des personnes. Et là, les inégalités sont extrêmement importantes. Et dès le début, d'ailleurs, vous rappelez que les hommes sont des migrants. Depuis le début. Complètement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir mondialisation à l'échelle globale, donc de globalisation, sans cette présence humaine, en fait, qui est presque partout sur la Terre, à l'exception de quelques espaces. La Réunion, finalement, a été peuplée très, très tardivement au XVIIe siècle, mais c'est finalement très, très, très exceptionnel. Il y a peu de territoires comme ça qui ont été peuplés si tardivement. Et le premier fait, finalement, historique, c'est ces migrations à partir d'Afrique. Bon, là aussi, les scénarios commencent à devenir de plus en plus compliqués sur l'origine de l'humanité, mais c'est cet éparpillement de l'humanité
aux quatre coins du globe. Et c'est aussi cette distanciation, hein, c'était des tout petits groupes au départ. Et la mondialisation, c'est le fait que ces groupes, finalement, se sont retrouvés progressivement et pour former une seule et même humanité. Merci Vincent Capdepuis d'avoir été notre grand témoin. Et si vous voulez savoir qui est l'oncle Yann, qui est le premier explorateur, si j'ose dire, enfin une figure, eh bien il faut lire votre livre 50 histoires de mondialisation de Néandertal à Wikipédia aux éditions Alma. Merci à vous.